ces choix-là, cet arbitrage là, qui a été compliqué à faire, peut-être que j'aurais pu être plus agressif. Sur la Intéressant. nouvelle version, ça m'aurait sauvé quand même un, 2, 3 ans. Puis aujourd'hui, dans le fond, on aurait commencé cette commercialisation aux États-Unis peut-être 2 ans plus tôt. Plutôt, ouais. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Alex Muller, président chez Comsoft Technologies, qui commercialise Fidelio, un ERP pour les PME. C'est assez débile d'entendre l'histoire d'un entrepreneur OG et d'un logiciel qui a 25 ans, donc qui a transitionné au cloud. Plus de 300 clients, 11 millions de revenus. Alright, on passe au show. Let's go. Alex Muller, bienvenue sur Ça se passe. Merci, François. Comment ça va? Ça va bien, très bien. Merci de prendre le temps. Je suis vraiment stoked de pouvoir carrément rencontrer un nouvel entrepreneur parce que ma question habituelle, hey, comment on se connaît, c'est quoi notre historique? Ben là, c'est la première fois qu'on se voit. Eh ouais. Ah ouais. Alex, comment tu décrirais un peu ton parcours, ton profil pour qu'on ait une idée? Écoute, comment t'expliquer? Mes jeunes, j'ai des enfants, hein, puis OK. aujourd'hui, ils sont rendus à l'âge au cégep, puis au secondaire, puis je leur demande, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, où tu veux aller, puis tu sais, c'est difficile. Je te dirais, les deux plus jeunes n'ont aucune idée, puis pourtant, il faut qu'ils choisissent l'université là. Puis moi, ça a été l'inverse. J'ai tout le temps su, quand j'étais jeune, que je voulais aller en finance. OK. Donc, j'ai étudié en finance, j'ai un bac en économie, une maîtrise en finance. OK. J'avais fait mes cours en comptabilité, puis tu vois, j'ai passé ma vie en informatique. Comme quoi, une fois, la vie peut t'amener sur un... Ben, quand est-ce que de bord, soit genre le software, le logiciel, le code, quand est-ce que ça arrive dans ta vie, mettons? Ça arrive à la fin de mes études. Donc, juste à la fin de ma maîtrise en finance, quand je commence à commencer à regarder pour un emploi, j'ai un de mes bons amis qui travaille dans une compagnie d'informatique. OK. Il faut comprendre qu'à l'époque, là, je te parle il y a 25 ans, l'informatique de gestion, c'était peu connu. Là. Même moi qui ai étudié en comptabilité, à l'école, on faisait encore tous nos cours sur papier. Là. On écrivait, on faisait la conciliation bancaire. Je ne savais même pas que ça existait un système comptable. Fait que, c'était quelque chose qui, même pour moi, était un peu connu. Puis lui, il travaillait justement dans une compagnie québécoise qui faisait ce type de système. Puis, on s'entend, tu es au début. Là. Moi, je te parle en 99. Écoute, je pense que j'ai acheté mon premier ordinateur, j'étais en 93 ou en 94. Okay. On est au début. Là. C'était, Internet, genre commercial, de consumer commençait à arriver. Ah, ça commençait. Écoute, quelques années avant, là, je me rappelle, on avait installé Windows. Windows, il y avait 17 disquettes là-dedans là, que tu mettais, que tu ressortais. La première Internet, là, c'était... C'est malade. C'est malade. Puis, tu sais, ça venait. Là, je venais d'avoir l'Internet câble il y a 2 années avant. Là. Fait que là, toi, tu sortais de l'Uni, genre, de ta maîtrise, excuse? Oui, moi, je finissais ma maîtrise et tout. Puis, dans le fond, il est arrivé avec ce projet-là ou cette idée-là. Et lui, il était programmeur, en fait, mais il ne connaissait pas grand-chose en administration ou en comptabilité ou en finance. Donc, il est arrivé avec cette idée de dire, regarde, moi, je connais l'informatique, tu connais l'admin, tu sais. La business. Puis il dit, est-ce qu'on essaie? Est-ce qu'on se lance là-dedans? OK. Puis j'ai dit, pourquoi pas? C'est un domaine que je ne connaissais pas. Je n'avais aucune idée même que ça existait. Fait que j'ai dit, puis c'est tombé dans le bon moment de ma vie parce que je venais de terminer l'université, je n'avais pas encore de travail, de carrière. Je ne laissais pas grand-chose sur la table. Je m'étais dit, bon, au pire, on essaie. Dans 6 mois, si ça ne fonctionne pas, Quelle année, ça? Écoute, en 99. OK, c'est bon. En 99, septembre 99. C'est sûr que, mettons, au début 99, le temps de penser au projet, parce qu'il fallait quand même mettre ça un peu, mettre un peu de chair autour de l'os. Déjà trouvé un premier client, partir, on n'avait rien. Là. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien. On partait juste avec une bonne idée, puis une idée que je ne connaissais pas d'ailleurs. J'avais même jamais vu ça avant d'en faire un moi-même la première fois. L'idée initiale, on va dire c'est quoi Fidelio que ça mange en hiver, le produit aujourd'hui. Tu vas pas me le contraster avec l'idée initiale, mettons. Ben, tu sais, l'idée initiale, c'était vraiment un système de gestion pour les entreprises. OK. C'est genre agnostique, là, de gestion de tout ou de gestion... Principalement tout ce qui est distribution et manufacturier. OK, got it. C'est bon. Donc, en gros, là, vente, achat, inventaire, comptabilité et production aujourd'hui. C'est sûr qu'avec les années, on a ajouté beaucoup de facettes à ça puis beaucoup de fonctionnalités, là, mais à l'époque, c'était l'idée. Okay. Et il y avait quand même au Québec plusieurs petites PME comme ça qui faisaient ce type de produit-là.
OK. Donc, moi, je me rappelle au départ, là, ça commençait, donc tout le monde se lançait. Puis, tu sais, les systèmes étaient moins évolués qu'à l'époque qu'ils sont aujourd'hui. Évidemment. Donc, c'était quand même plus facile de partir de rien puis d'arriver avec un système de gestion. Aujourd'hui, dans le fond, avec la profondeur que l'application a, tu n'arriverais pas à faire ça en 6 mois comme on l'a fait à l'époque. Ouais, je comprends. Donc, on est vraiment parti comme ça, là, sans savoir un peu dans quoi on s'en sait. Puis, avec tout l'optimisme de la jeunesse. Là. Nice. À un tel point que quand on a livré notre première version, on pensait que c'était terminé. On se posait la question qu'est-ce qu'on allait faire après. Puis finalement, on n'a jamais arrêté depuis. Ouais, ça te donne une idée à quel point le ça... code, c'est jamais fini. C'est jamais fini, puis il manquait des choses. Okay. Il en manque toujours. C'était un ERP dès le départ. C'était un ERP dès le départ. OK. Ce que Fidelio est en bonne et due forme aujourd'hui. Exact. Okay. Exact. Donc, la base y était. C'est sûr qu'on l'a beaucoup fait évoluer depuis. Là. Incroyable. Mais vraiment, la partie gestion des ventes, gestion d'inventaire, des achats, la comptabilité, là, c'est le premier module qu'on a livré à l'époque, il y a 25 ans. Là, ça s'installait, right? On s'entend, ça s'installait. Ça roulait sur les machines locales, un serveur local? Comment ça marchait? Oui, ça marchait sur un serveur local. Écoute, je pense que Microsoft venait de sortir là, quelques années avant SQL Server. C'était tout nouveau. Donc, on a utilisé ça. C'était peut-être une des meilleures décisions qu'on a prises dans notre histoire. Une base de données relationnelle. Oui, mais puis une très bonne. Je ne veux pas faire de publicité pour personne ici, mais puis de commencer avec ça, pour la base du système. Okay. Ce qui nous a permis quand même de bâtir. On utilise encore ça aujourd'hui. Là, donc, ça prouve que ça nous a permis de suivre. Il y a plein de SaaS qui utilisent encore SQL Server. Oui, exact. Donc, on est parti avec ça. Puis oui, ça s'installait sur des serveurs locaux avec... des réseaux locaux et tout. Là, est-ce que toi ou ton staff alliez genre faire un peu de formation puis de onboarding genre on-prem sur place? Oh, oui, on faisait tout au départ. Là. Ouais. Donc, on est parti, on était 2. Ça te donne une idée. Là. Donc, on faisait tout. 2 co-founders. 2 co-founders à l'époque. Fait que la table de capitalisation, c'était genre 2 personnes. 2 personnes. Okay. On était 2. Mon partenaire à l'époque, qui était lui principalement au niveau du développement. Ouais. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup développé les premières années parce que... il y avait que ça à faire, finalement. Il fallait mettre la main à la pâte, il fallait développer l'application. Puis après ça, les ventes, qui était l'autre défi. Moi, je n'étais pas vendeur non plus de formation. Encore là, je m'en allais en finance et tout. Donc, il a fallu que je me mette aux ventes dans toute cette histoire-là. Et ensuite, toutes les implantations. Okay. Donc, ce qu'on appelle finalement la formation, la mise en place, la configuration pour les clients. Puis aujourd'hui, Alex, Fidelio, as-tu une couple de chiffres à me lancer pour que j'aie un portrait un peu numérique? Aujourd'hui, pour te donner une idée, là, on est à peu près 70 employés chez Fidelio. On parle d'à peu près 300 clients. OK. Puis on parle d'un chiffre d'affaires là, qui est autour d'à peu près 11 millions de dollars. Là, OK. Très cool. À peu près Puis votre industrie, tu as dit à peu près 300 clients, ça va être quand même relativement des grosses entreprises? Non, nous, on s'est tout le temps spécialisé dans les PME. Donc, petites et moyennes entreprises. Au Québec, là, tu parles d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires peut-être entre 20 et 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Là. Ça, c'est vraiment là où notre application est la plus performante. Gotcha. Au niveau fonctionnalité puis au niveau tarif aussi. Donc, c'est ça. C'est notre sweet spot. C'est le sweet spot. Puis, j'ai l'impression que chaque fois... OK, j'ai l'impression que je sais tout le temps c'est quoi un ERP, mais que chaque fois que quelqu'un me demande d'écrire un ERP, je gèle, je bug, puis je suis pas capable. Fait que là, vu que toi, t'en as fait un, je vais juste te demander pour l'audience et moi-même qui constamment oublie la définition, comment tu définirais un ERP de façon la plus genre vulgaire, simple possible? Je vais dire, techniquement, j'en ai fait 2. Parce que en 25 ans, j'ai eu la chance de faire une première version puis une deuxième. Là. Donc, parfait. Moi, je l'ai tout le temps vu comme un système de gestion intégré. Okay, c'est vraiment ce qu'on propose et ce qu'on vend. Okay. Donc, l'idée d'être capable de ramener toutes les opérations de ton entreprise dans une seule application ou un seul système. Okay. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Fait qu'il y a un scope, une ampleur à ces logiciels-là qui est comme built-in par défaut. Oui. On s'entend. Une complication parce qu'on ne parle pas juste d'un petit outil que tu utilises, mais vraiment, dans le fond, mettre l'ensemble des ressources de l'entreprise sur une seule application. Enterprise Resources Planning, c'est ça que ça veut dire? Oui, exactement. Tching! Du premier coup en plus. C'est bon, mais c'est ça. Puis les 2 avantages que tu as là, vraiment là, quand tu intègres ça, déjà là, c'est que tu standardises tes processus. OK. C'est une des problématiques que tu as dans les entreprises qui ne sont pas informatisées, c'est que chacun travaille de son côté avec ses outils.
Puis, tu sais, c'est difficile d'avoir une coordination dans l'ensemble des certitudes. Puis, au niveau de qualité, probablement. Qui est des aléatoire, dépendamment de Ouais. chaque personne, puis dépendamment de comment chaque personne s'est organisée elle-même. T'sais, donc, ça, c'est le premier avantage. Puis, le deuxième avantage, quand tu intègres tous tes processus dans une seule application, c'est que tu as, après ça, une quantité de données là, qui est épouvantable. Parce que tu as, puis ça, dans le fond, n'importe quel gestionnaire te dirait, si tu veux prendre des bonnes décisions, ben, ça te prend de la bonne information. Fait que l'avantage fait que c'est vraiment les deux avantages que tu as d'avoir ce type de système-là dans ton organisation. OK. Puis, j'ai envie qu'on parle encore un tantinet de la genèse, c'est-à-dire le fait de faire un système de gestion intégré, c'est-tu parce que ton partner initial, lui, avait déjà comme, s'était salé les mains là-dedans, puis vous a dit, crime, on est capable d'en faire un? Aviez-vous connu des business qui étaient comme, ouais, nous, on est tous sur papier, puis là, ça marche plus, gérer les ventes, les commandes, les opérations, les shifts, je sais pas. Il arrive où le pain, genre? Je pense que tu as bien touché. On s'est lancé là-dedans parce qu'ils connaissaient ça. OK. Puis moi, mon objectif, ça avait tout le temps été d'être entrepreneur, d'être à mon compte. OK. Donc, quand j'ai vu cette opportunité-là, je me suis dit, ça vaut la peine d'essayer. L'amour pour le métier m'est arrivé après. Étonnamment, là, c'est un domaine que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître puis que j'ai appris à aimer. Le fait que je connaisse l'informatique, parce que dans le fond, j'ai travaillé en informatique quelques années, et que je connaisse aussi toute la gestion, la comptabilité et tout, m'a amené quand même des facilités dans ce domaine-là. Ouais, donc, ayant les deux formations, je dirais, là, ça m'a permis de travailler assez facilement dans ce domaine-là. Puis j'ai vraiment beaucoup appris à l'apprécier. Ouais. Puisque ça peut apporter à une organisation, là, d'améliorer les processus, d'améliorer la profitabilité, d'aider les entreprises à croître. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est une belle boucle de rétroaction que de voir que le code et les pixels que vous avez pushés aident puis bougent les grilles dans une autre compagnie. C'est nice. Le partner initial, est-ce que c'était un ami, un collègue, une connaissance, un inconnu? C'était un ami. C'était un excellent ami à l'époque. Est-ce que c'est encore un ami? Non, malheureusement, on s'est perdu de vue avec les années. Là, mais, OK. Fait que lui, il a exité l'aventure un moment donné dans le chapitre. Là. Exact. Genre dans les premières années ou récemment? Ouais, je te dirais dans les premières années. Donc, on est peut-être autour de 2004 à l'époque. Là. Donc, on avait un différend à l'époque là, sur la vision. Donc, lui, il voulait tout de suite commencer une nouvelle version de l'application. OK. Moi, je trouvais que c'était beaucoup trop tôt puis que la version était loin d'être assez mûre pour une deuxième version. Donc, c'est là-dessus qu'on a eu des différends. Comme lui était programmeur, ben lui, il voulait continuer à programmer autre chose, alors que moi, je considérais que ce qu'on avait programmé était loin d'être assez stable, assez mature, assez fonctionnel là, pour atteindre nos buts. Donc, tu t'es ramassé tout seul sur la table de capitalisation. Je ne sais pas comment vous avez géré ça. Est-ce que tu as financé la compagnie d'une autre manière ensuite? Est-ce que tu as levé du cash? Est-ce que tu as levé de la dette? Non. On n'a jamais eu besoin d'avoir de financement extérieur. Donc, on a tout le temps été... Vous avez fait comme une bonne vieille compagnie devrait faire, c'est-à-dire se financer avec ses ventes. Commencer dans un sous-sol, puis se financer avec ses ventes, puis les dépôts clients, puis oui. Donc, ça l'a amené cette indépendance-là. De l'autre côté, ça l'a amené aussi l'obligation à constamment être obligé de vendre pour continuer le développement de l'application, pour continuer à financer l'entreprise. Donc, aujourd'hui, peut-être c'était à refaire. Est-ce que j'ai cherché du capital, peut-être, pour aligner plus les objectifs d'avenir, ou je prendrais un peu plus de temps par cette méthode-là pour se financer à l'interne, puis après ça, développer les projets. Là. Ça, c'est une bonne question qu'on pourrait ressasser des heures et des heures. Mais... Puis aujourd'hui, tu es président, tu as le même rôle depuis le début, right? Oui, exactement, oui. C'est qui les joueurs clés autour de toi, mettons, qui t'aident à prendre des décisions, qui t'éduquent, qui t'inspirent, peu importe? Bien, avec les années, j'ai mis en place tout un comité de direction. OK, intéressant. De lequel, dans le fond, on travaille en collaboration depuis plusieurs années, là, puis qui m'épaule, avec la relation est bonne. Puis oui, c'est vrai que je suis président depuis 25 ans, mais mon rôle a quand même beaucoup changé. Là. À l'époque, lorsqu'on était deux, j'étais vraiment dans les opérations où je faisais tout. Ouais. Aujourd'hui, avec les années, on a beaucoup délégué bien des fonctions là, à justement tous mes partenaires et mes collaborateurs. Là. Donc aujourd'hui, mon rôle a évolué quand même dans l'organisation. Là, ouais. Creusons un petit peu là-dessus, dans le fond, parce que j'ai l'impression que, évidemment, que le avant-après ou le départ et le maintenant, il y a un gros delta entre les deux parce que ça a été lancé il y a 25 ans, carrément.
Y a-t-il des choses dont tu t'ennuies ou des choses qui te manquent des 5 premières années, mettons, aujourd'hui? Je manque un peu, peut-être la relation que j'avais avec les clients. Donc, OK. quand j'ai commencé, je faisais moi-même les implantations, je travaillais avec les clients. Donc, souvent, Ouais. j'étais chez les clients sur place. Puis, tu sais, un projet d'implantation peut durer 4-5 mois. Donc, tu OK. sais, pendant 4-5 mois, tu travailles avec la même personne tous les jours. Tu sais, j'aimais cette relation que j'avais avec mes clients, puis le temps que je passais avec eux. Aujourd'hui, ben, j'ai des équipes qui font ce travail-là. Donc, tu sais, j'ai perdu un peu peut-être Hmm. ces moments-là là, que j'appréciais beaucoup. Est-ce que le onboarding ou l'implémentation d'une instance de Fidelio à l'époque prenait ce temps-là parce que c'était pas cloud? Ou est-ce que l'arrivée du cloud a vraiment changé quelque chose à ce niveau-là? Au niveau de l'onboarding ou pas Oui, nécessairement? à tous les niveaux, on peut en parler, là, mais à Ouais. tous les niveaux, ça l'a amélioré. Tu sais, la rapidité à laquelle on peut déployer l'application, puis la facilité à laquelle on peut la déployer. Hmm. Mais il n'y a pas que ça. OK. Comme ça fait 25 ans qu'on fait similairement la même chose, on s'est beaucoup amélioré au niveau des méthodes de travail, au niveau des outils qu'on s'est développés à l'interne pour assurer, dans le fond, la mise en place de l'application chez les clients le plus rapidement possible, puis avec les meilleurs outils possibles. OK. Donc, que ce soit au niveau des plans de projet, au niveau de la documentation, de tous les outils qu'on s'est bâtis. Donc, ça a beaucoup aidé aussi à la mise en place de l'application chez les clients, beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. All right, folks. Vendredi le 25 octobre, on débarque à Sherbrooke pour un live podcast avec Sean Young, Stéphane Guillemette, les leaders de Classcraft qui ont exit à HMH. Les deux gars ont eu une expérience de earn-out vraiment différente, donc ça va être intéressant de rentrer là-dedans. On va jaser M&A, EdTech, puis la tech en Estrie. Les billets sont dispos sur la bannière de notre site, en show notes ou sur Eventbrite. Ça risque de sell out comme les autres. Donc, achetez vos tickets rapidement puis amenez quelqu'un qui ne connaît pas ça se passe. OK? Back au pod. Comment est-ce qu'un entrepreneur comme toi apprend ou commence à entendre parler du cloud? Puis ça a été quoi ton processus décisionnel pour dire OK, ouais, là, c'est le temps de migrer sur le cloud? Je dirais que ça commençait à se discuter dans les années 2010, mettons. OK, ouais. Fin 2008 Début à de 2012. Salesforce, mettons. Oui, exactement. Ça commençait, puis on voyait cette tendance-là là, qui allait graduellement, dans le fond, prendre le lead, si je peux dire ça. Mm-hmm. Et donc, quand est venu le temps de décider, dans le fond, quand il le temps de développer la nouvelle version, on aurait pu, pour donner une idée, nous, on était en Visual Fox Pro. C'est la première technologie qu'on avait utilisée, qui était annoncée déjà, qui était, dans le fond, pas être désuète. Ouais, Donc, okay. déjà, on avait commencé à regarder les outils qu'on pouvait faire ou quelles technologies on voulait prendre pour la prochaine version. L'objectif étant de constamment, dans le fond, évoluer puis t'assurer de ne pas retrouver dans un coin où tu ne peux plus évoluer. Et deux choix s'offraient à nous. Visual Studio, qui offrait des produits ici, mais tu retournais dans la même logique d'application client-serveur, on-premise, ou une application cloud web. C'est certain que l'Internet, en 2007 ou 2008, les outils qui étaient disponibles, autant les outils de développement que les browsers, étaient quand même pas mal plus limités. Mais dès ce moment-là, on a quand même pris la décision d'aller dans cette direction-là. Donc, on a commencé dès 2007 à développer des premiers modules web. Okay. Donc, sans savoir où ça allait nous amener, on l'a fait. Et je te dirais que le premier module qu'on a développé, qui à l'époque était un CRM, on l'a refait 3 fois quand même, pour être capable d'avoir la performance puis les résultats qu'on voulait. Les premières itérations de technologie, là, c'était trop lent, c'était pas fluide. Donc, on avait commencé par prendre des contrôles qui existaient. Finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas possible. On a tout développé, nos outils de développement et tous nos contrôles ont été développés à l'interne pour être capable d'avoir le résultat qu'on voulait. Contrôle, tu veux dire quoi, excuse-moi? Les grids, exactement, que tu retrouves sur l'application. Okay. Donc, on n'est pas parti d'outils de développement. On a développé tous ces outils-là qui nous ont servi par la suite à développer notre application. Fait que ça nous permet d'être beaucoup plus lean, d'avoir le résultat qu'on veut, s'entraîner peut-être des lignes de code inutiles qu'on est pris à déployer. Puis comment, vu que tu es allé par module au départ, web-based, cloud-based, comment tu as fait pour faire transitionner certains clients? Ou il y en a-tu qui ont décidé de rester on-premise? Puis
Comment est-ce que l'espèce de période s'est chevauchée? Ça a été peut-être le défi ou le travail le plus complexe. OK. Parce que, tu sais, on part d'une application, puis on en développe une deuxième. Mhm. Et dans tout ça, ben, il faut continuer à faire vivre l'entreprise. Donc, il faut continuer à vendre l'ancienne pendant que tu développes la nouvelle, te financer avec l'ancienne et tout. Puis développer des premiers modules web, quand même, pour les tester, valider, tester cette technologie. Pour vous donner une idée, là, on a commencé en 2017, je te disais, là, jusqu'en 2019 peut-être, 2013. OK. Fait que ça a pris 12-13 ans, ce développement de la nouvelle version. OK, quand même. Donc, ça a été quand même tout un projet dans lequel on a décidé, premièrement, de garder la même base de données, donc la même structure de base de données, de transférer certaines lignes de code qui étaient dans l'application client-serveur à la base de données pour les conserver, les fonctions majeures, pour garder cette même logique. Elle était bonne parce qu'elle avait été implantée chez 200 clients, elle avait été testée, elle avait été modifiée. Donc, la logique, l'applicatif comme telle était bonne. La performance était excellente aussi. Puis, je sentais que tout à développer à zéro aurait été un travail complètement fastidieux, puis ça a été compliqué là, à tester, à valider, à mettre en place. Donc, il a fallu faire un choix quand même entre ce qu'on gardait de l'ancienne application et ce qu'on développait. Donc, ce choix-là a été fait. Et ensuite, bien, tout un plan de migration qui a été fait. Donc, des nouveaux modules. C'était facile de dire ces nouveaux modules-là, à partir de 2012 ou 2013, on les développait uniquement dans la nouvelle génération, la nouvelle technologie. Jusqu'au point où, une fois que tous ces nouveaux modules ont été développés, qui ont été mis en place chez des clients, qu'on a testé la validité, la performance, la fluidité, etc., on est arrivé au point où on est prêt pour la nouvelle version. Et là, on a commencé à migrer la version, qui a pris encore quelques années, jusqu'au point où là, dans le fond, le parallèle ne pouvait plus être fait. Là. Il fallait faire des décisions de développement qu'on ne pouvait plus doubler là, qu'on ne pouvait plus développer dans l'ancienne version et la nouvelle version. Et c'est à partir de ce moment-là où là, il a fallu qu'on accélère vraiment ce développement de la nouvelle version parce que là, nos clients qui étaient sur l'ancienne génération ne pouvaient plus évoluer. Là. Est-ce que tu continuais de les supporter? On continuait de les supporter. On les supporte encore aujourd'hui. OK, fait qu'il y en a qui ont juste pris la décision de ne pas migrer vers le cloud? Ils ont pris la décision de ne pas migrer vers le cloud. Je ne peux pas dire qu'ils ont pris cette décision de ne pas migrer vers le cloud. Ils ont pris cette décision de ne pas migrer encore vers le cloud. Okay, c'est bon. Donc, de toute façon, sur l'ensemble des clients, on ne pouvait pas tous les migrer dans la première année. Donc, on avait un plan de 5 à 7 ans pour ces migrations-là, en plus des nouveaux clients. Donc, tu sais, ça a été fait. Et il y a des clients qui ont effectivement une espèce de version hybride, là, dans laquelle ils ont l'ancienne version, tu sais, on-premise, avec certains modules web-based. Mais là, Alex, ça me fait penser parce que d'un point de vue du marché, tout arrive, mettons, roughly autour de 2012. Tu dois maintenir, supporter quand même une version un peu plus old school, là, qui est on-prem. Tu commences à offrir ta version cloud de plus en plus. Mais tu as cette charge-là dans ton organisation et tes processus de maintenir l'ancienne puis d'en développer une nouvelle que les nouveaux arrivants n'ont pas nécessairement. Tu comprends? Exact. Ceux qui arrivent avec juste pur un play web, cloud-based, tout ça, t'as-tu trouvé ça... Est-ce que tu as senti, mettons, les dynamiques shifter dans la compétition puis des joueurs plus, mettons, nouveaux jeux arrivés, ça t'a-tu affecté? Pas à cette époque-là. OK, c'est trop early encore, genre? Exact. Mais on savait que ça s'en venait, par contre. Okay. Donc, on savait que ça s'en venait, c'était pas là encore. Les systèmes web qui existaient, il y en avait, mais ils étaient vraiment... Il y avait beaucoup moins de fonctionnalités. Il faut comprendre que tu développes un système web à partir de zéro. Tu as quand même beaucoup de travail à faire avant d'avoir autant de fonctionnalités. Nous, on avait comme un hybride, mais on avait quand même beaucoup de fonctionnalités, puis ça répondait bien aux besoins des clients. Mais tu as raison sur le fait que ça a été le moment le plus charnière, je te dirais, dans ce changement-là, où il a fallu gérer ces deux technologies, les efforts qu'on mettait dans l'une dans l'autre. Il faut comprendre que l'ancienne version nous servait aussi à financer l'entreprise puis le développement de la nouvelle. Donc, il fallait continuer à vendre l'ancienne. Il fallait continuer à supporter nos clients qui étaient à l'ancienne. Et chaque heure de code qu'on mettait dans l'ancienne, c'était un... Puis qu'il fallait le mettre en double. Parce que si on ajoutait une fonctionnalité dans l'ancienne, il fallait la redévelopper dans la nouvelle, en plus de faire le transfert. Donc, ça a été, là, je dirais peut-être ces 4 ou 5 années, les années les plus difficiles. Sans compter que c'était difficile pour les programmeurs aussi, tu sais, qui devaient... Context switching, c'est sûr. Ouais, puis qui se promenaient entre deux technologies différentes, avec tout le temps cette logique. Puis après, bon... Une fois que les gens avaient commencé la nouvelle technologie, ils ne voulaient pas nécessairement revenir programmer sur l'ancienne. Donc, tu sais, ça a été pour l'organisation le moment le plus complexe, je te dirais, de cette... C'est vraiment intéressant. Parce que moi, je suis arrivé dans une génération où est-ce que, par défaut, on faisait tout via le cloud, tu comprends? Fait que les défis, justement, de transition, je t'écoute parler puis je me dis,
c'est sûr qu'il y a des organisations qui ont essayé, qui sont mortes, ou qui ont essayé puis qui n'ont pas réussi dans ce crunch-là. La plupart de notre compétition n'a pas réussi. C'est un changement qui est quand même complexe. Là, OK, bon, parfait. Il faut comprendre que même les mêmes programmeurs qui travaillaient dans l'ancienne technologie, c'est les mêmes qui ont fait l'application dans la nouvelle technologie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'expertise. Donc, ils n'avaient peut-être pas les connaissances du développement web, mais ils avaient toute l'expertise d'un ERP. Exact. Mais ça les intéressait, les outils web-based, fait que les quadriciels, les langages. Ils ont bien appris, ils se sont bien, on les a accompagnés, on les a formés et tout, mais ils ont beaucoup apprécié aussi changer de développement dans une nouvelle technologie, apprendre un nouveau langage. Exact. Puis, parce que eux, la compagnie s'est modernisée, puis ça leur a permis de moderniser leur carrière, leur stack, à eux aussi. Genre. Exact. T'as-tu du staff, Alex, qui est. C'est qui, là où le plus vieux employé, mettons, Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Écoute, mon plus vieil employé, là, Denis, doit avoir plus de 22 ou 23 ans là, qui travaille avec nous. Donc, je l'ai engagé à l'époque. Je pense que ça a été le premier programmeur que j'ai engagé. Puis, c'est malade. Oui, puis c'est lui qui nous a permis aussi, qui a travaillé fort, qui a développé toute cette nouvelle technologie. Là. OK. Depuis, donc, ça, c'est une chose qu'on est fiers aussi. Toute notre équipe, en général, c'est quand même des gens qui sont avec nous depuis longtemps. Ouais. Donc, ils ont une bonne connaissance de ce qu'on fait, qui connaissent bien leur application, puis qui en sont fiers aujourd'hui, parce que c'est une application qu'on a développée, qu'eux ont développée en bonne partie. Donc, ils se sont appropriés aussi avec le temps, puis ça nous a permis justement d'améliorer l'application, de la faire croître. Ouais, parce que les gens qui la travaillent, bien, ils la prennent à cœur. Ouais, c'est vraiment un tenure de 20 ans en tech, moi, je le vois pas, ça, tu comprends? Fait que ça m'impressionne, puis de voir qu'une carrière puis une relationship a été buildée puis qu'elle dure pendant 2 décennies dans une seule et même compagnie de tech, c'est hot. C'est vraiment hot. Fait que là, au début, votre incumbent ou l'espèce la force antagoniste contre laquelle vous vous battiez, c'était le statu quo papier, crayon ou vieux système. Puis là, tout arrivait avec un système de gestion intégré. Exact. Là, à un moment donné, le statu quo change, right? Il y en a un paquet de systèmes de gestion intégrés. Vous aviez de la compétition on-prem. Mais là, vous développez la version cloud. Fait que quand est-ce que les dynamiques de compétition changent? On est plus vers 2017, 2018, 2016? Ou est-ce que là, genre, des cloud providers, il y en a à pu finir? T'as pas nécessairement besoin d'être au Québec pour compétitionner avec Fidelio, je pense. Mais là, je parle à travers mon chapeau, peut-être. Là. En fait, dans notre domaine, tu as l'application, mais tu as aussi l'implantation. Donc, tu sais, on n'est pas un système, c'est un système qui est cloud, mais c'est pas un système où tu peux aller sur Internet, t'abonner puis dire demain, je peux commencer à l'utiliser. Là. Oui, c'est pas self-serve, mettons. Là. C'est ça. Tu as quand même besoin d'une équipe d'implantation sur place qui va le configurer, qui va le mettre en place, qui va te former et tout. C'est ça pour toutes les ERP, j'imagine? C'est ça pour toutes les ERP. Donc, fait que la relation de proximité est encore bonne. Est important. Est important. Donc, l'application peut être excellente. Si tu n'as pas une équipe pour le mettre en place avec les compétences et tout, tu n'y arriveras pas. Là, fait que c'est vrai qu'un système partout dans le monde pourrait s'implanter ici, mais s'il n'y a pas l'équipe qui a les connaissances de l'application ici, ça va être un peu plus compliqué. Là, puis vous avez genre des décennies de confiance puis de relation avec les clients aussi. Vous avez oui, puis on a une excellente équipe d'implantation, puis on a cette expertise-là. Donc ça aide. Au niveau de la compétition, je te dirais qu'il y en a toujours eu. Puis cette compétition-là, elle a varié dans le temps. Donc à l'époque, je te disais, quand j'ai commencé, on pouvait avoir une dizaine de ERP québécois comme moi autour de la table. Donc, c'était un peu plus dur de se démarquer, mais on y arrivait. Il y a eu, après ça, une grande époque de consolidation. À l'époque des Connie Case, donc, aujourd'hui, tu as beaucoup de fonds de placement qui achètent des compagnies de portfolio, mettons. Exact. Private equity. Il y en avait déjà. OK. Et, bon, une chance ou une malchance, mais ces gens-là, souvent, ont l'habitude d'acheter l'entreprise, principalement pour les clients, sans nécessairement poursuivre le développement de l'application. Oui, ils vont essayer de milquer les opérations. Puis, C'est ça. Donc, ça nous a permis de perdre la compétition un peu. Plus ces systèmes-là étaient moins développés ou plus ces compagnies-là n'investissaient pas dans le développement. Fait que toi, c'était plus des compagnies qui faisaient des roll-up un peu, là, dans le fond. Exact. Fait qu'ils achetaient, mettons, un ERP donné, mais c'était pas nécessairement le talent puis la tech qui les intéressait le plus, c'était aussi le book de clients, qu'eux autres pouvaient vendre d'autres softwares qu'ils possédaient dans d'autres compagnies. Exact. Okay, exact. C'est bon. C'est plus ça. Donc, ce qui a fait que ces systèmes-là ont quand même arrêté d'évoluer dans le temps. OK. C'est bon. Donc, graduellement, nous, comme constamment, dans le fond, notre objectif, ça a tout le temps été d'évoluer le système. C'est notre bébé, là, mais c'est ça lequel on en est fier. Donc, ça nous a permis graduellement de prendre plus de parts de marché. Exact. Puis, de changer ces compétiteurs-là. Et donc, d'autres compétiteurs se sont joints par la suite. C'est ça.
Et donc, ça l'a changé. Puis après, ben, l'autre gros changement, ça a été la pandémie. Donc, OK, parle-moi-en de ça, ouais. Tu sais, comme on travaillait sur notre version web, mais on avait quand même pris du retard là, sur le plan initial. Le développement, c'est tout le temps plus long puis plus complexe que... C'est comme la construction. Ouais, des fois, c'est même pire. mais on a été chanceux, encore une fois, là, comme on fait notre chance, là, mais on est arrivé, on devait faire le lancement de la nouvelle version le jour où la pandémie est arrivée. Oh boy. Donc, on a cancellé le lancement, mais ça nous a quand même permis d'avoir une version SaaS web à vendre au moment où tout le monde était en télétravail, puis personne n'était... Donc, je ne sais pas si on aurait pu passer cette étape-là s'il fallait encore vendre une solution de premise. Je comprends. Après, mais on était arrivé vraiment au bon moment avec une application qui était... qui s'adaptait au moment, je dirais. Là. Donc, ça nous a permis aussi de prendre un autre élan. Oui, bien des compétiteurs, eux, n'avaient pas cette technologie-là ou cet avantage-là. OK. Donc là, ça nous a permis vraiment de monter un autre step, je dirais. All right, folks, petit shout-out à Coveo, employeur certifié SaaSpass. Coveo, c'est une plateforme d'intelligence artificielle pour entreprises à la fine pointe. Si vous voulez une solide carrière dans un scale-up d'ici qui sert des clients comme Salesforce, Xero, check them out sur saspass.com/partenaire avec un S, puis checkez notre job board pour voir tous les postes ouverts. OK? Back au pod. Puis, pourquoi est-ce que tu as décidé de commercialiser principalement au Québec? Et pas nécessairement d'aller voir d'autres géographies, d'autres marchés. C'était-tu parce que pour toi, pour le genre de business que tu voulais designer, le genre de revenu que tu voulais faire, c'était comme j'ai tout ce qu'il me faut ici? Non, ça s'est fait en 2 étapes. Mon objectif a tout le temps été d'aller à l'étranger, donc principalement Canada anglais, États-Unis. On a commencé ce travail-là dernièrement. Mais je ne pouvais pas vraiment le faire avec l'ancienne version. C'est on-premise, un client-serveur. Ça scale pas. C'était difficile à scaler. Fait que je m'étais dit, la meilleure étape, ça va être d'avoir la version web. Puis lorsqu'on va être 100% SaaS, là, on va être dans une dynamique différente. Et là, c'est là qu'on a commencé depuis quelques années. Là. Moi, je te parle de 2019 où la version est sortie, mais elle n'était pas encore parfaite. Donc, ça nous a pris quelques années encore pour la peaufiner, s'assurer qu'elle soit vraiment performante, débuggée et tout. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique-là. Donc, on a commencé à vendre en Ontario, dans l'Est du Canada. On a commencé à vendre aussi aux États-Unis. On a des gens qui prospectent. Et c'est vraiment, dans le fond, là où on s'en va à partir de maintenant. Là. OK. Une fois que la version est là, disponible et tout. Parfait. Fait qu'on s'en va sur la commercialisation, mais je hitchhike, je rentre une question dans ce bandwagon-là avant qu'on continue. C'est là, un ERP, c'est déjà très multifonction, multidimension. Il y a plein de cas d'utilisation que tu peux faire dans un seul logiciel. Mais il n'en reste pas moins qu'une entreprise qui gère des produits quelconques ou de l'inventaire ou du physique. Ils ont sûrement d'autres systèmes logiciels, d'autres systèmes comptables. Ils n'utilisent pas juste un ERP pour gérer tout leur business. Ben, je sais pas, en fait. Fait que ma question, c'est est-ce que l'intégration avec d'autres joueurs, d'autres SaaS, d'autres plateformes, ça joue un rôle, mettons, pour Fidelio ou pas tant que ça? Ben, je reviens un peu à ce que je disais au départ. C'est certain que moi, je vois comme l'intégration comme étant vraiment, dans le fond, quelque chose qui est vraiment avantageux pour une organisation. Donc, d'avoir plusieurs systèmes de gestion à l'interne, c'est pas vraiment efficace. Mais mettons qu'ils vendent un peu en ligne, puis que là, ils ont genre une plateforme de e-commerce, ou genre, je sais pas, tu sais, y a-tu d'autres logiciels avec lesquels vous avez développé des intégrations via API? Ou... Oui, parce qu'on fait pas tout, bien évidemment. Tu as parlé de e-commerce, on a effectivement des ponts avec des e-commerce pour toute la gestion du transport, des 3PL, on a fait des ponts avec ces logiciels-là. Donc oui, on a développé aussi dans la nouvelle technologie parce que ça le permet un module d'API qui permet de se connecter avec l'application. C'est bon. Et c'est une des grandes tangentes sur lesquelles on travaille, puis sur lesquelles on veut. Mais ça reste qu'on a pris la décision, nous, de vraiment d'intégrer un maximum, versus peut-être certains compétiteurs où ils ont plus une gestion comptable de base sur laquelle ils vont intégrer un peu plus des add-ons qu'on appelle dans l'industrie, là, sur des fonctionnalités connexes. Nous, la décision qu'on a prise, c'est de focusser sur certains secteurs d'activité et de s'assurer qu'il y a un maximum de fonctionnalités pour ces entreprises-là.
OK. Qu'elle n'ait pas à acheter plusieurs systèmes de gestion puis à gérer toutes ces communications-là ou tous ces ponts-là. Parfait. Que nous, on leur offre vraiment un système clé en main sur lequel l'ensemble des opérations peuvent être couvertes par l'application. Fait que ça doit être plus tough de rentrer dans un business, mais une fois que tu es rentré, ça doit être vraiment genre plus facile de rester longtemps, puis le churn doit être plus bas. Exactement. Fait que tu verticalises, mettons, ta stratégie de go-to-market, mais quand tu arrives, tu horizontalises le produit un peu. Genre, Exactement. tu rentres le plus loin que tu peux. Exactement. C'est quoi, mettons, les verticales que vous avez choisies? Ben, nous, actuellement, on travaille beaucoup, initialement, distribution manufacturier. Ouais. Donc, c'était la base de l'application. Donc, au niveau de distribution, on a continué. Donc, tout ce qui est distribution industrielle. OK. On a beaucoup de fonctionnalités là-dedans. Et après ça, le manufacturier, on s'est spécialisé en alimentaire. Donc, tout ce qui est alimentaire, c'est un secteur sur lequel, dans le fond, on est assez fort parce qu'on a des modules, on a des fonctionnalités. La traçabilité, la gestion de l'eau, le formulaire de qualité, toute cette partie-là. Si, mettons, Fidelio est utilisé par une usine dont moi, je consomme le produit puis il y a un rappel sur ce produit-là, ben Fidelio permet de tracer probablement, genre, tel batch d'inventaire est parti à telle place. Tel client, Frank va être malade. Puis était composé de tous ces ingrédients-là qui venaient de tel fournisseur. Donc, oui, effectivement, toute cette... Ma mère a travaillé comme consultante dans l'agroalimentaire longtemps. Genre, des deux côtés, là, du gouvernement qui inspectait, mais aussi pour les clients, pour les rendre plus... ACEP, ISO, je sais plus quoi. Là. Je sais que... c'est des organisations... Tu as une bonne expérience. Puis c'est des organisations aussi qui sont obligées de mettre en place des systèmes de gestion, justement pour la traçabilité, puis... ce que d'autres feraient manuellement dans d'autres compagnies parce qu'ils ont décidé que finalement, investir en fait ERP... comme un push de normes. Genre, exactement. La réglementation aide quand même parce que le jour que tu as justement un rappel ou... c'est ça, c'est important. Ou que la mère à Frank débarque avec son carnet. Exact. OK, cool. Fait au niveau de l'acquisition... on va parler du pricing en premier, j'aimerais mieux sur un. Pricing, dans ma tête, c'est genre pardonne le mot, mais c'est un mindfuck, essayer de me dire comment je pricerais un ERP qui est aussi large dans des PME d'à peu près. Tu sais, comment vous avez fait pour designer ça, ce pricing-là? Tu peux-tu parler ça ressemble à quoi? Oui, je peux t'en parler, c'est certain. Pour donner une idée, à l'époque, on vendait l'application. Oui, c'était... Mais on vendait aussi tout l'équipement technique que ça prenait. Ça représentait quand même des bonnes sommes. Il fallait vendre un serveur, il fallait vendre un SQL serveur. Ça demandait quand même aux clients un investissement à peu près une centaine de milliers de dollars pour mettre en place un ERP. À ça, tu rajoutes tous les frais d'implantation. Donc, on est parti de ça à vraiment un modèle où tu paies par usager par mois. OK, donc, c'est bon. Per seat per month. OK, exactement. Cool. Et oui, ça a été un peu compliqué parce que au départ, on vendait, on avait plein de modules, plein de fonctionnalités, plein de, dépendamment du nombre d'usagers que tu achètes. Donc et là, dans la nouvelle structure, on l'a voulu le plus simple possible. OK. Donc, un usager, un prix par mois, accès à toutes les fonctionnalités, puis voilà. Donc, fait que tu n'as pas nécessairement un gros menu de prix aujourd'hui où tu en as un peu, une hiérarchie. Certaines options, c'est certain, là, mais on l'a voulu le plus simple possible. Justement pour simplifier, pour donner, dans le fond, au client plus de latitude. Là, puis, ça a-tu bien été reçu par les clients existants qui étaient habitués d'avoir peut-être plus un pricing à la carte? Ou... Même principe. C'est un peu comme le télétravail. Hein. Avant la pandémie, là, même moi, j'y croyais pas. Et donc, quand tu parlais aux clients avant la pandémie, là, le SaaS, dans ton industrie, mettons. Ou même les PME, là, les compagnies, dire tu vas prendre toutes tes données, là, puis tu vas envoyer ça sur... qui était à l'époque, le cloud, c'était... je comprends. C'est comme des bitcoins aujourd'hui. Tu sais que ça existe, mais tu sais pas ce que ça fait. Fait à l'époque, tu avais cette logique-là de dire, tu sais, le SaaS, moi, j'y crois pas. Je veux être on-premise. Mais les gens avaient connu que ça depuis toujours. Tu arrives du jour au lendemain, puis tu te dis, ça va être je comprends. Nulle part. Puis... Encore là, la pandémie nous a vraiment aidés là-dessus. Donc, tu es parti d'une philosophie où les gens, tout ce qui était SaaS, là, ils ne croyaient pas, même le télétravail. De toute façon, maintenant, on voit que ça existe. Tout le monde est à la maison, tout le monde est tout décentralisé. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Fait que, ça l'a déjà enlevé cette barrière psychologique que les gens avaient sur le SaaS. Puis après, l'autre partie qui a fait une bonne différence, c'était les coûts. Donc, tu pars de... un produit qui peut coûter 100 000 upfront à quelque chose qui peut te coûter tant par mois. Fait que ça l'a aussi beaucoup aidé. Je comprends, à l'adoption. À l'adoption des ventes. Puis les gens ont tout le temps cette logique.
peu qu'une voiture, hein, tu l'achètes par mois ou tu la payes comptant, la différence. Donc ça a fait une très grande différence, là, ce coup. C'est sûr que pour nous, ça a été Un hit sur le cash flow, ouais, un j'imagine? défi financier parce Ouais. que tu pars d'un banc où tu vends l'application, puis de l'autre côté, ben, tu la finances techniquement Ouais. pour le client pendant les 3-4 ans. Donc, elle avait été anticipée, mais bien évidemment, tu sais, comme le pricing, tu y vas un peu à l'œil avec le marché, avec ce que les autres Ouais. font, avec ce que les entreprises sont capables de payer aussi. Tu sais, il y a un peu tout ça qui est rentré dans l'analyse. Puis là où on s'est rattrapé, puis on a été peut-être chanceux, ou parce que la technologie SaaS le permettait, ou parce que la pandémie nous a donné cet avantage-là, peut-être que d'autres systèmes n'avaient pas, on a pratiquement triplé nos ventes la première année Ouais, c'est ça. versus Hmm. un système on-premise. Puis là, en Fait que, plus, tu as une prévisibilité de ton revenu, il rentre de façon dans notre domaine, ça fait différente. toute la différence. Parce qu'à l'époque, tu sais, on revient à la logique, tu sais, on est une entreprise qui est quand même capital intensive. Là. Tu sais, ça prend de l'argent pour développer l'application, que tu vas vendre plus tard, que tu vas supporter. Donc, tes coûts de développement sont énormes. Mhm. Donc, à l'époque, ben, il fallait absolument se financer ces coûts de développement par la vente de dossiers. Souvent, on acceptait des dossiers qui étaient peut-être pas dans notre peut-être pas dans les domaines qu'on aurait voulu, peut-être pas le type d'entreprise qu'on voulait et tout, mais on n'avait pas le choix. Il Les fallait, projets alimentaires. il fallait effectivement manger pour être capable de continuer. Ouais, L'avantage des produits ou des revenus récurrents change un peu cette dynamique-là. Effectivement, tu as compris, on a des revenus qui vont orienter, qui permettent de continuer à faire développer l'application puis faire croître le modèle d'affaires. Là. Donc, ça change un peu la dynamique. Là. C'est intéressant de voir à quel point différentes industries ont été exposées au SaaS à différents moments. Right? Parce que dans votre industrie, ça a été un peu plus tardif comparé à d'autres. Là. Ouais. On s'entend, hein, les software developers, ils en utilisaient des SaaS puis ils en construisaient depuis 2012. Là, Ouais. fait que c'est intéressant de voir comment que ça a joué. Puis le timing que vous avez eu, vous autres, avec ça, est vraiment intéressant. Puis là, pour l'acquisition de clients, ça fonctionne comment? Là? On parle-tu d'un ratio vente, marketing, outbound, inbound? Ça ressemble à quoi, ce côté-là? Ben, un peu tout ça. C'est sûr que tout ce qui est référence client est Ça joue un bon rôle. exactement. Après, on a toute une... Fais attention à ce que je dis parce que... donc, oui, effectivement, tout ce qui est dans le fond, les références, le SEO, on a beaucoup travaillé. On travaille encore énormément là, au niveau du contenu web. Tu sais, à l'époque, quand on a commencé, c'était télémarketing. Donc, on a commencé les premières années, on prenait le téléphone, on appelait. Bien évidemment, avec le temps, les gens ont fini par plus répondre. Donc, on a beaucoup modernisé cette stratégie-là. Là. Fait que vous avez une équipe de vente. On a une équipe de vente, on a une équipe marketing. On fait beaucoup de contenu, justement, pour améliorer notre référencement. On travaille beaucoup aussi. On fait énormément de vidéos, énormément de... Fait que le marketing est en charge de générer du trafic, générer des leads qualifiés qui vont être passés aux ventes puis closer ensuite. Exactement. OK. Un cycle de vente aujourd'hui moyen, ça prend combien de temps versus l'implémentation après? Ça a beaucoup diminué. Le SaaS, c'est une autre des avantages que ça a amené. Là. Le cycle de vente est beaucoup plus rapide. On parle à peu près, mettons, 3 mois. OK. Parce qu'à l'époque, on pouvait prendre 6 mois peut-être avant de faire une vente. Aujourd'hui, on est autour d'un 3 mois. Puis l'implantation, ça s'est amélioré, là, mais ça reste quand même des dossiers qui tournent autour du 9 à 12 mois là, d'implantation. Ouais. Oh oui, parce que c'est tellement de facettes de ta business qui vont maintenant être gérées dans un logiciel que ça doit impliquer des équipes, des décisions, des processus. Exact. Puis, tu as parlé du fait que vous commencez à commercialiser à l'extérieur du Québec. Ouais. À date, y a-tu des leçons, des difficultés, des différences peut-être dans les tentatives que vous avez faites versus ici? Il y a des différences. Il y a aussi des leçons. On est au début de cette commercialisation. Donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur le marché ontarien. On a commencé les États-Unis cette année. Donc, on est encore en exploration, puis on est encore en méthode d'apprentissage. Je comprends. Donc, on a des clients ontariens, on a des clients canadiens-anglais. On commence à travailler les États-Unis, puis on est encore à travailler. C'est sûr qu'on a moins de notoriété au Canada anglais, aux États-Unis. On est moins connu. On n'a pas toutes ces références qu'on peut avoir, tous ces contacts-là. Donc, il faut bâtir, en fait, Puis tu bâtis-tu, Alex, avec genre du monde sur place ou t'envoies de ton monde ici, là-bas? Nous avons des gens. Nous avons des gens en Ontario. Donc, c'est un mix des deux.
Donc, on a décidé aujourd'hui de commencer la commercialisation avec des gens sur place, des gens ici. La plupart des implantations sont faites par des gens qui sont de Montréal. Aujourd'hui, avec le télétravail, où tu peux facilement faire des implantations partout dans le monde OK. à partir Fait de que Montréal. dans le 9 à 12 mois d'implémenter Fidelio, mettons, au complet dans ma manufacture, mon usine, y a-tu nécessairement des gens de Fidelio qui vont être physiquement chez nous à un moment donné ou pas nécessairement? Il peut y en avoir, il va y en avoir. OK. Mais si je compare avant la pandémie où on pouvait avoir un 200 ou 300 ou 400 heures de présence sur place, aujourd'hui, il va être diminué à 8 ou 12 heures. Là. Got it. OK. Donc, c'est bon. Puis, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'AQT. Si ça a joué un rôle dans le développement de Fidelio, si t'en as fait partie? J'en ai fait partie, j'en fais encore partie. Je suis membre d'un groupe de chefs d'entreprise de l'AQT. OK. Donc, on se rencontre une fois par mois et demi à peu près. J'ai été à certains de leurs événements. Ouais. Donc oui, ça a eu un rôle. Ça a eu un rôle positif parce que ça nous a permis de connaître l'industrie, de connaître mes pairs. Donc, j'ai rencontré beaucoup de mes compétiteurs là-bas. Donc, ça nous a permis, toujours dans le respect aussi. Oui, c'est vrai qu'on est compétiteurs, mais bon, on fait le même métier. Puis on a vous devez toujours bien pas être jumelés dans le même groupe si vous êtes compétiteurs? Non, effectivement. On se rencontre plus dans les événements ou OK. dans les groupes, on a des gens qui sont similaires. Donc, ça te permet d'avoir quand même une vision sur l'industrie. OK. C'est sûr que comme tout le monde est en technologie, tu as une relation qui est un peu plus moins ouverte, je dirais, ou plus froide, là, parce que finalement, tu es tous compétiteurs un ou l'autre. Donc, mais ça permet quand même d'avoir un feeling sur l'industrie, de voir comment les gens perçoivent l'avenir ou voir les tendances. C'est quoi le format, mettons, des groupes de chefs d'entreprise que tu parlais? Tu te rencontres une fois et demie par mois, au mois et demi, t'as dit? Ouais. Tu es sur Zoom, tu vas prendre c'est quoi le format? Aujourd'hui, c'est sur Zoom, dans ce cas-là. À l'époque, c'était en présentiel, mais bon, aujourd'hui, c'est malheureusement souvent sur Zoom. Et des sujets qui sont discutés. C'est quelqu'un du groupe qui amène un sujet? Oui, il y a un modérateur qui est là, qui amène des sujets. Ça peut être le marketing, ça peut être l'inbound, ça peut être... Même moi, j'ai partagé dans ce groupe-là toute mon expérience lorsque j'ai fait cette migration-là. De ma version de premise à ma version web. Donc, expliquer un petit peu le plan de match qu'on avait mis en place et tout, puis la stratégie. Donc, chacun partage soit des faits vécus, soit des réalités. Donc, il y en a qui sont spécialisés web, exemple marketing web. Donc, on a fait une présentation sur les meilleures méthodes, les meilleures pratiques sur le marketing. Donc, c'est un peu une idée de s'entraider, de partager finalement des... Ça dure combien de temps la rencontre? À peu près 1h30, 2 heures. OK. Puis tout le monde a genre soit fait un gentle ladies agreement de ne pas parler des chiffres des autres. Il y a peut-être un NDA qui est signé. Effectivement, par respect, dans le fond, tu gardes ces conversations-là qui sont confidentielles, qui sont privées. Mais ça permet de partager. On parlait de main-d'œuvre, mais les années où c'était plus difficile, chacun expliquait un petit peu sa réalité, ses problématiques, ce qu'il faisait pour retenir le personnel et tout. Fait que, ça permet effectivement de comparer ce que tu fais toi avec ce que d'autres font pour... Puis j'imagine c'est genre un abonnement annuel, mettons, pour cette association-là? Exact. Qui donne accès à certains événements à un groupe comme ça. Qui donne accès à certains événements. Oui, effectivement, tout à fait. Ben, tu as parlé de main-d'œuvre. Parlons un peu d'embauche. Trouves-tu ça tough, de façon générale? Trouver du bon monde, les engager, les garder? C'est toujours un défi. C'est ça, il ne faut pas se le cacher. Là. Surtout dans mon industrie à moi, où finalement la main-d'œuvre est clé. Comme on en discutait un peu plus tôt, mais ça représente 90% de mes dépenses sont la main-d'œuvre. C'est ce qu'on fait, on développe et tout. Donc, oui, c'est un défi, mais quand je regarde mes clients qui sont même dans le manufacturier ou qui sont dans la distribution, c'est un défi pour eux aussi. Donc, c'est pas parce qu'on est en informatique que forcément c'est plus complexe qu'ailleurs. Mais oui, et j'ai eu des années plus difficiles que d'autres. Donc, ça m'a pris du temps à réaliser. Tu sais, quand tu es une entreprise en croissance, on est parti de 2 à 70. Il est arrivé un moment où on était une trentaine d'employés, puis on avait un taux de roulement qui était... trop haut. Qui était trop haut. Donc, les gens restaient, mais ils ne restaient pas assez longtemps. Parce que, finalement, on ne prenait pas assez de temps, peut-être. Ou on est passé d'une compagnie où, quand tu es 20, c'est facile de rencontrer tout le monde, de passer du temps avec chacun, d'aligner. Alors que plus tu grandis, plus cette réalité-là, tu peux plus connaître les gens comme tu les connaissais avant. Donc, et ça m'a pris du temps peut-être à réaliser qu'il fallait investir en RH. RH.
As-tu un exemple d'investissement ou de changement que tu as fait en RH qui a aidé? Ben oui, en fait, on a engagé des gens. Tu sais, à l'époque, on gérait à l'interne. Aujourd'hui, on a 2 personnes à temps plein qui gèrent les RH pour une OK. compagnie de 70 employés. Donc, ça peut paraître beaucoup quand je parle à certains, Ça dépend. mais ça a changé notre. Tu sais, ça a vraiment changé, tu sais, cette gestion de main-d'œuvre-là. Les gens sont mieux accompagnés, mieux formés, mieux encadrés. Tu sais, on travaille vraiment à, dans le fond, les rendre heureux, on peut dire comme ça. Tu sais. Parce que dans le fond, il n'y a pas que le salaire, là, il y a aussi, dans le fond, toutes les conditions de travail, les outils qu'on leur donne, tu sais, l'accompagnement, le support. Donc, ça a changé ma vie. Tu sais. Je veux dire, du moment où ça a été fait, là, ça nous a permis vraiment de prendre une croissance, puis d'aller chercher là, la main-d'œuvre qu'on voulait. Puis d'avoir des gens aussi qui travaillent permet de faire des meilleurs choix aussi. Donc, ça l'a aidé énormément aussi. Là. T'es-tu encore impliqué dans certaines embauches clés, mettons, dans ton comité de direction ou, je sais pas, des VP quelconques? Ça, oui, effectivement. J'ai peu de taux de roulement là-dedans, donc ça m'arrive peu. Là. OK. Mais aujourd'hui, non, je suis pratiquement plus impliqué dans les embauches. Ben, suis-moi un peu à travers ça, mettons. Quand tu passais des gens en entrevue plus souvent, Ouais. est-ce que tu as remarqué des drapeaux rouges ou des drapeaux verts par rapport à la personnalité d'une personne? Genre, ça, c'est un bon signal, je devrais l'embaucher. Ça, c'est un red flag à éviter. Non, j'ai jamais été bon, moi, pour. J'apprécie l'honnêteté. Moi, je me suis toujours dit, je me trompe une fois sur deux. Tu sais, honnêtement, puis j'essayais de savoir pourquoi dans ce cas-là, plus qu'un autre. Juger la personnalité ou, mettons, le caractère d'une personne en 1 heure, c'est difficile pour moi. J'ai tout le temps, dans le fond, comme cette vision de voir les gens du bon côté. C'est finalement, un optimiste, fait que tout le monde est gentil, tout le monde est fin, tout le monde est... Donc, je suis pas assez critique là-dessus. De déléguer ça l'a beaucoup aidé. Ouais. Ben, c'est le smart... c'est la décision intelligente comme entrepreneur de dire « Ouais, ça, c'est pas nécessairement ma force, je vais engager quelqu'un. » Exactement. Ouais. All right. Comment... Y a-t-il des erreurs que tu as faites que tu es game de partager? Ben oui, il y en a. Écoute, la plus grosse. Aujourd'hui, elle a plus d'importance, mais si c'était à refaire, peut-être ce transfert technologique, je le ferais plus rapidement. Ah! Donc, déjà, c'est plus long que je l'avais prévu. Ouais. Puis, j'ai peut-être pas mis tous les efforts ou toutes les ressources nécessaires, pour que ça gaule plus rapidement, en essayant tout le temps de ménager la chèvre et le chou, là, d'aider les anciens clients. Fait que ces choix-là, cet arbitrage là, qui a été compliqué à faire, peut-être que j'aurais pu être plus agressif. Sur la nouvelle version, ça m'aurait sauvé quand même 1, 2, 3 ans. Puis aujourd'hui, dans le fond, on aurait commencé cette commercialisation aux États-Unis peut-être 2 ans plus tôt. Okay. Fait que c'est ça, peut-être, ça a été dans tout ce qu'on a fait. Mais bon. L'entreprise est en vie, elle croît encore. Exactement. C'était pas existentiel. Ouais. Mais ça aurait pu être, comme je te dis, on a été chanceux, on est tombé au bon moment à la pandémie. Là. Ouais. On s'est tombé 2 ans plus tard. Pas vraiment sûr qu'on serait là aujourd'hui à discuter ensemble. Donc, ça a été limite. Il n'y avait pas de jeu. Puis où tu vois la compagnie s'enligner dans 5 ans, le produit? Écoute, on a un excellent produit qui est, moi, je pense aujourd'hui, très avantageux là, si tu compares à la compétition. Donc, la prochaine étape, c'est de faire croître ce produit-là. Donc, l'améliorer, bien évidemment, continuer sa progression, plein de nouvelles outils. On parle beaucoup d'AI ces temps-ci, donc on travaille déjà des mandats ou des fonctionnalités qu'on veut ajouter. Moi, je vois beaucoup, dans le fond, l'évolution d'ERP par de l'automatisation de tâches à l'intérieur du Exactement. Donc, la première étape, c'est d'uniformer toutes tes tâches dans une application. Puis après, parce que le système peut gérer lui-même sans que tu aies besoin de personnel, c'est toutes des avancées. Là. Donc, on travaille déjà beaucoup là-dessus, sur ces processus-là, d'aller un peu plus loin là-dedans. As-tu du staff dédié à ça? Oui, on a du staff. On a une équipe qui travaille à temps plein sur ces sujets-là, qui sont vraiment cette amélioration-là. C'est cool, ça. Puis la deuxième étape, c'est la commercialisation. Donc maintenant que la version, elle est là, elle est disponible, elle est fonctionnelle, elle est bonne, mais là, c'est vraiment, dans le fond, de forcer la commercialisation Canada-anglais et États-Unis. Tu veux-tu bootstrapper jusqu'à la fin de l'Internet? Tu veux-tu l'avoir un autre 25 ans? Tu veux-tu la vendre? Tu veux-tu acheter une autre compagnie? T'as-tu des genres de... Tout ça, c'est des bonnes questions que je me pose aussi régulièrement. Honnêtement, mon choix n'est pas... je comprends. N'est pas défini. Ben, tu es dans une position de force dans la mesure où tu as une compagnie, j'assume, profitable, qui a une base de clients forte, qui a une croissance, qui a une bonne technologie. Fait que tu as l'embarras du choix.
Exact. Ben, je m'étais dit que je ne ferais pas ça toute ma vie, mais tu vois, ça fait déjà 25 ans, puis C'est un bon choc. J'ai encore beaucoup de plaisir à le faire. C'est bon. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus tough et le plus le fun dans la compagnie? Ben, tu sais, avoir une entreprise, ça a des défis. Il y a tout le temps des décisions à prendre. Puis ces décisions à prendre ont tout le temps des impacts ou des conséquences. Donc, ça, c'est la partie qui est quand même assez difficile. Tu ne peux jamais te reposer, tu ne peux jamais... ne rien faire, c'est déjà prendre du retard. Donc, il faut constamment continuer à avancer, forcer l'équipe à avancer, puis se développer. Donc, ça, c'est la partie qui est difficile, qui a tout le temps été difficile. De l'autre côté, c'est aussi la partie la plus fun, je trouve, parce que, d'avoir cette croissance-là, de travailler avec des gens, à faire évoluer les choses, de voir d'année en année, dans le fond, les accomplissements, ben, c'est la partie qui est agréable aussi. Okay. Donc, parfait. C'est une réponse posée, balancée. Ouais. Y a-tu des shameless plugs, quoi que ce soit que tu veux promouvoir aujourd'hui, des employés que tu cherches, du monde que tu veux rencontrer? Ou... Ben écoute, on est tout le temps à la recherche de bons candidats puis de collaborateurs. Okay. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. On a des bons plans de croissance aussi. Nice. Donc, le modèle d'affaires du SaaS commence à kicker in, comme on dit. Là. Donc, cette croissance-là, on la voit quand même importante dans les prochaines années. Là, puis on travaille là-dessus. Si les gens Google, Fidelio, avez-vous un site carrière là-dessus? On a un site carrière, on a même un module de gestion de candidats que nous avons développé à l'interne. Un genre d'ATS? Qui gère le recrutement et tout, qu'on a développé nous-mêmes. Ouais. Nice. On a toujours été très self-serve. Donc, toutes les technologies qu'on a, j'ai toujours bien aimé les développer moi-même pour avoir cette indépendance-là. Donc, c'est ça. Puis pour le reste, écoute... On verra ce que le futur réserve à Fidelio. Exactement. Hey, merci pour ton temps. Ça a été un plaisir. Ben, écoute, c'est pareil. Yeah. Merci beaucoup, François. Alright, folks, la job du mois d'octobre, ça se passe chez 4Waves, une plateforme qui connecte les scientifiques et chercheurs via des événements en ligne et présentiels. Même la NASA et Stanford leur font confiance. 4Waves cherche une personne en développement front-end, stack moderne, team de talent, remote first et salaire compétitif, mais surtout un SaaS à succès d'ici qui a le vent dans les voiles big time. Check l'offre d'emploi et mon entrevue avec le CTO Gabriel Robert sur saspace.com/lajobdumois avec un S. Gros shout-out à SaaS.Group, notre spotlight partenaire d'octobre. SaaS.Group, c'est une compagnie de portfolio qui achète des SaaS pour les faire grandir, pas pour les flipper ASAP. Ils visent des B2B SaaS qui sont bootstrapped, horizontaux, entre 2 à 10 millions de ARR. Super founder-friendly, tu peux dérisquer puis continuer d'opérer la business ou faire une sortie plus rapide. Il y a des deals qui se closent en 2 mois, puis ils fournissent la valeur tôt dans le processus. Check out mon entrevue avec Anna Nedeina sur saspace.com/partenaire avec un S/SaaS-group. Félicitations, vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com, il y a l'onglet infolettre, puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least,
Suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!